Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Call Case. Et aujourd'hui, à la demande d'Aurore, je vais m'intéresser à l'assassinat de Paquita Parra. Le récit commence ainsi, le récit de cette histoire. La dépouille calcinée de Paquita Parra, une jeune femme de 30 ans, a été retrouvée dans la nuit du 4 décembre 1998 à Puy-Moyen, dans la banlieue d'Angoulême. Elle était à l'intérieur de sa voiture complètement carbonisée. L'enquête a été réouverte en août 2018. La réouverture de l'information judiciaire par le procureur d'Angoulême en août 2018, après la découverte dans un bois d'effets appartenant à la victime, semble avoir fait progresser l'enquête sur cette affaire toujours non élucidée. Le 15 août 2019, le juge d'instruction Vincent Raffray, en charge des investigations, ordonnait l'exhumation de la dépouille de la victime. L'opération a eu lieu le mercredi 4 septembre au cimetière de Villebois-la-Valette, la commune où résidait cette jeune femme. En 20 ans, les techniques de la police scientifique ont énormément progressé. Les spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale vont pouvoir réaliser de nouveaux examens et seront peut-être en mesure de dire comment Paquita Parra a été tuée. 3 décembre 1998. En fin d'après-midi, Paquita Parra quitte la petite maison qu'elle vient d'acheter à Villebois-la-Valette, au volant de sa Fiat rouge. Cette jolie brune de 30 ans qui travaille à la base Intermarché de Roulet-Saint-Estèphe a rendez-vous dans la vallée des Eaux Claires. Elle passe à la gendarmerie pour évoquer une histoire de chèque volé. Contrairement à son habitude, elle ne s'arrête pas chez sa mère, qui pourtant habite sur la route. Le 4 décembre 1998, vers 3 heures du matin, les gendarmes découvrent la carcasse encore fumante d'une petite voiture stationnée à une bonne vingtaine de kilomètres de là, à proximité d'un site d'escalade dans la vallée des Eaux Claires, à Puy-Moyen. Le pare-brise du véhicule a été enlevé et déposé à terre. Dans l'habitacle, sur le siège conducteur, complètement reculé, ce qu'il reste d'un corps en grande partie carbonisé. 6 décembre 1998. Les enquêteurs identifient formellement le corps calciné comme étant celui de Francisca Parra Palmero di Paquita. L'autopsie et l'analyse des poumons permettent de déterminer que la jeune femme est morte avant le début de l'incendie, mais l'intensité du sinistre a détruit la voiture et interdit toute recherche d'empreintes génétiques. Les expertises ne disent pas non plus comment et où elle a été tuée. Les enquêteurs ne disposent que de rares indices matériels. Les gendarmes vont jusqu'à vérifier si des satellites américains auraient pu observer le ciel de la vallée des Eaux Claires et enregistrer un détail cette nuit-là. Orientés vers l'entourage de la victime, les recherches se focalisent sur son ex-petit ami, un artiste peintre d'Angoulême. 30 septembre 1999. Interpellé le 28 septembre, l'ancien petit ami de la victime est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Angoulême. Son emploi du temps le soir de la disparition de Paquita semblait pourtant le mettre à l'abri des soupçons. 11 février 2000. La première juge d'instruction chargée de ce dossier, Elisabeth de Sancière-Ferrandière, persuadée de la culpabilité du petit ami, est récusée par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux pour partialité. Dans le dossier confié au doyen des juges d'instruction d'Angoulême, il est noté qu'elle a déclaré au partie civile en parlant du peintre: on n'a pas la certitude qu'il a agi seul, mais il est peu probable qu'il ait des complices,
car il ne fait confiance à personne. 19 septembre 2000. Remis en liberté par la Cour d'appel de Bordeaux, l'ancien petit ami de Paquita, qui demeure mis en examen, est placé sous contrôle judiciaire. Nous passons au 4 octobre 2002. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux annule la mise en examen du jeune homme alors âgé de 33 ans, ainsi que le rapport d'expertise de la profileuse Michèle Agrapard-Delmas, chargée par la juge d'instruction de dresser l'expertise psychologique du dossier. Sans même le rencontrer, la spécialiste avait estimé que sa personnalité était totalement compatible avec un passage à l'acte meurtrier sous le coup d'une frustration. Estimant que ses droits n'avaient pas été respectés, la justice ordonne même que l'on raye le nom et le prénom de l'artiste charentais de l'ensemble de ce dossier. Nouveau rebondissement le 31 janvier 2003. L'avocat de la défense, maître Daniel Lalanne, du barreau de Bordeaux, ayant apporté la preuve que la psychocriminologue Michèle Agrapard-Delmas a outrepassé son rôle technique en intervenant pendant la garde à vue pour guider les gendarmes, une partie du dossier pénal est complètement annulée. 2004. Troisième juge d'instruction qui relance les investigations. Les gendarmes de la section de recherche de Bordeaux reprennent le dossier à zéro, réduit à peau de chagrin. Ils s'évertuent tout d'abord à reconstituer minutieusement les emplois du temps des suspects potentiels, opération qui n'avait jamais été menée. Le seul dont l'emploi du temps soit irréprochable est justement l'artiste peintre, qui est aussi le seul à avoir fait de la prison. 6 ans après le meurtre de Paquita Parra, sa mère, alors âgée de 72 ans, et ses 5 frères sont toujours dans l'expectative. 22 mars 2007. Plusieurs fonctionnaires de police ayant été pris en flagrant délit de partialité et de non-respect de la présomption d'innocence, l'ex-compagnon de Paquita Parra obtient de l'État 120 000 € de dommages et intérêts pour l'indemniser du préjudice occasionné par les dérapages de l'appareil judiciaire. Il aura séjourné 350 jours en détention provisoire après son interpellation à la suite du rapport de l'expertise criminologue. Ceci avant d'être placé sous contrôle judiciaire par le tribunal de Bordeaux. En avril 2008, la Cour d'appel de Bordeaux confirme le jugement rendu en mars 2007 par le tribunal d'Angoulême. L'État devra indemniser l'artiste peintre, âgé de 38 ans, à hauteur de 100 000 €. 17 février 2009, 10 ans après les faits, le dossier de l'assassinat de Paquita est classé. Le juge d'instruction, Marie Rouquier-Lafitte, en a informé la famille dans une lettre. Mais fin 2007, le procureur d'Angoulême, Jean-David Cavaillé, prend la décision de revisiter le dossier de fond en comble. Toutes les pièces, tous les procès-verbaux et toutes les auditions enregistrées depuis 20 ans sont analysées par Anacrime, logiciel de la gendarmerie, de façon à établir des relations entre les personnes, des chronologies, mais aussi pour détecter les contradictions, les incohérences et les angles morts de l'enquête. Nous voici à présent en août 2018. Le procureur rouvre l'information judiciaire. Clause faute de preuves par un non-lieu en 2010. Quelques semaines plus tôt, une mère de famille a signalé l'incroyable découverte qu'elle vient de faire dans la chambre de sa fille. Il y a 1 an, l'adolescente a découvert dans un bois, lors d'une sortie scolaire, une boîte contenant des effets ayant appartenu à Paquita Parra, à 1,5 km à vol d'oiseau du lieu où elle a été retrouvée à l'intérieur de la voiture. Elle avait conservé ces objets durant 18 mois sans savoir à qui ils appartenaient. Dans cette boîte, différentes cartes et documents au nom de Paquita Parra, dont le badge de la plateforme du groupement Intermarché qu'il employait, ainsi qu'une souche de carnet de chèques, probablement celui qu'elle avait signalé lors du vol quelques mois avant son décès. 15 août 2019. Avec l'accord de la famille de la victime,
le juge d'instruction Vincent Raffray, en charge des investigations, ordonne l'exhumation de la dépouille de Paquita Parra pour le 4 septembre. Les progrès de la police scientifique devraient donner des éléments pour dire comment la jeune femme a été tuée. 14 janvier 2020. Exhumé, le 4 septembre 2019, le corps de Paquita Parra retrouve sa dernière demeure, dans le petit cimetière de Villebois-la-Valette en Charente-Maritime, en présence de sa famille et des experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Les conclusions des examens approfondis menés dans les laboratoires de la gendarmerie n'ont pas été versées au dossier d'instruction et les vérifications ADN restent en cours. Ce crime, non élucidé qui fait l'objet depuis 24 ans de plusieurs émissions de télévision, ne restera peut-être pas impuni. En mars 2022, un nouveau pôle judiciaire a été ouvert à Nanterre, entièrement dédié au cold case. Sur sa liste, l'affaire Paquita Parra. Alors à présent, eh bien, nous allons essayer, avec l'oracle de Béline, de comprendre ce qui a pu se passer. Y a-t-il un lien avec ce vol de chèque? A-t-elle fait une mauvaise rencontre, Paquita Parra? Est-elle victime d'une vengeance, d'un coup monté? On va essayer de déterminer ce qui a pu se passer. Nous n'aurons peut-être pas toutes les réponses parce que nous n'aurons peut-être pas toutes les occasions de poser les bonnes questions, mais nous allons essayer de comprendre au maximum ce qui a pu se passer pour cette jeune femme. Alors, quand on réfléchit un petit peu à cette affaire, les questions que l'on peut poser avec l'oracle de Béline vont être sur ce qui s'est passé pour Paquita. Mais moi, il y a d'autres choses qui me chagrinent. Pourquoi retrouve-t-on cette boîte? Pourquoi cet ado retrouve une boîte avec diverses affaires de Paquita dedans, mais aussi longtemps après? Coïncidence? Coup de chance? Est-ce que la boîte a toujours été là? Parce qu'on peut partir du principe que la boîte s'est toujours trouvée là, et auquel cas on se dit Paquita est passée par là. Ou on part sur l'idée, peut-être que la boîte, quelqu'un a voulu la jeter. C'est deux hypothèses totalement différentes. Alors ce que je vous propose, eh bien, au lieu de regarder directement sur Paquita, c'est voyons avec l'oracle de Béline comment a évolué dans le temps cette boîte. Parce qu'un détail que je ne vous ai pas révélé, c'est qu'elle n'était pas abîmée, cette boîte. Comme si on en avait pris soin. Or, une boîte qui traîne là des années, sous la pluie, les intempéries, on pourrait imaginer qu'elle pourrait être abîmée. Vous voyez, il y a quelque chose qui me chagrine. Alors je vous propose, c'est de regarder comment a évolué dans le temps cette boîte. Je reformule ma question. Je vais avoir une réponse qui va être erronée. On va me dire qu'elle est en bon état ou en mauvais état. C'est comment cette boîte qui appartenait à Paquita a évolué pour se retrouver à cet endroit où elle a été découverte. Vous voyez qu'il ne faut pas avoir peur en voyant si on sent que la question l'a mal formulée. Il ne faut pas avoir peur de recommencer et de reposer la question. Un exemple que vous allez comprendre tout de suite. Si demain, j'ai rendez-vous parce que je souffre de maladie, de douleur, avec mon médecin et que je pose la question, comment va se dérouler la visite médicale? Si l'oracle me dit que ça se déroule bien, c'est-à-dire que j'ai une carte solaire ou vénusienne, ça veut juste dire que la visite se passe bien. Mais ça ne veut pas me dire que la nouvelle que va me donner le médecin va me contenter ou pas. Vous voyez? Pourquoi je dis toujours,
le diable se trouve dans les questions parce qu'il faut bien formuler ces questions pour avoir une réponse. Que l'entretien avec le médecin se passe bien, à la limite, on s'en moque. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de tension, qu'on ne se dispute pas. Alors que ce que je voulais savoir, c'était si le médecin m'annonçait une bonne ou une mauvaise nouvelle. Vous voyez, toujours bien faire attention. Le diable se niche dans les détails en voyance, surtout sur des questions importantes. C'est pour ça que parfois, on se dit un tel voyant s'est trompé. Peut-être a-t-il mal formulé sa question, tout simplement. Nous avons ici l'idée que cette boîte avait une utilité. Nous avons la carte jupitérienne, ce qui montre que Paquita l'avait depuis un moment avec elle. Cette carte lui servait de range-tout. On le sait, elle mettait son badge pour rentrer dans le centre Intermarché. Si on y réfléchit, un tout petit peu, c'était un objet important pour Paquita, justement parce qu'elle centralisait dedans plusieurs choses. Un appui pourrait simplement dire qu'elle était comme une pochette, comme quelque chose qui permet de stocker. Ce qui va aller contre. Et nous avons la carte départ. Alors là, je vous avoue, j'hésite entre deux façons d'interpréter. Soit la boîte est perdue, et quelque part, ça cause des émotions à Paquita, c'est-à-dire qu'elle s'aperçoit qu'elle perd sa boîte, et quelque part, panique à bord, puisqu'elle a des choses importantes, notamment son badge. Soit on part dans une autre direction, Paquita n'est plus, et la boîte n'a plus d'utilité. Le départ, c'est l'idée qu'elle quitte Paquita. Mais la boîte peut quitter Paquita pour deux raisons. Le tueur, parce qu'on sait que Paquita a été tuée, prend cette boîte comme un trophée, ou Paquita perd la boîte. On va essayer de regarder ces cartes. Peut-être que ça va nous donner une direction pour mieux comprendre le tirage. Et vous voyez qu'il n'a pas besoin de retourner une carte au-dessus. Il y a simplement besoin de comprendre la suite du tirage. Tout de suite, on peut regarder, nous avons quand même beaucoup d'émotionnel ici. Beaucoup de cartes lunaires. Alors, regardez, cette carte, elle est intéressante. La carte Union suggère que cette boîte aurait dû être gardée. Ça ne dit pas par qui, mais si on réfléchit un tout petit peu, nous avons une carte vénusienne. Vénus, c'est toujours un sentiment d'amour. Ici, quand elle était dans les mains de Paquita, nous avons une carte jupitérienne. Jupiter, c'est l'expansion, c'est quelque chose qui semble dire c'est utile. Là, il y a un rapport émotionnel différent, presque comme si c'était un trophée. Ce qui me suggère que déjà la boîte aurait dû être conservée par celui qui l'avait. Vous allez voir où je veux en venir. Nous avons ici deux cartes émotionnelles. Une carte découverte et une carte maladie. À cause de ce conseil, et c'est pour ça que j'ai voulu voir l'ensemble du tirage, je m'orienterai vers le fait que cette boîte a servi de trophée. De trophée parce que ici nous avons la carte Union. On a l'impression que la personne qui la détenait après Paquita, je vais employer un mot un peu fort, était amoureuse de cette boîte. Comme un trophée, vous voyez le rapport un petit peu? Comme s'il y avait une symbolique sur cette boîte et que le tueur finalement voulait prendre soin parce qu'il y a un rapport amoureux avec cette boîte. Ça nous démontre aussi que finalement le tueur a établi un lien avec la victime, avec Paquita. Parce que derrière ces deux cartes, pour moi, il ne l'a pas jetée volontairement.
J'ai presque le sentiment qu'il l'a perdue, cette boîte. Ce qui me fait dire ça, c'est cette carte découverte. À un moment, il s'est aperçu qu'il avait perdu la carte, qu'il avait perdu la boîte, pardon. Et il s'en aperçoit parce qu'elle est découverte par une autre personne, ce qui est apporté au dossier des enquêteurs. Dans tout ça, j'ai l'impression que ce boîte est extrêmement importante pour comprendre comment, comment toute cette affaire a pu cheminer. Le parcours de cette boîte est importante. Elle passe des mains de Paquita vers les mains de celui qui a assassiné Paquita. Il a voulu garder cette boîte comme un trophée, mais un trophée avec une symbolique forte, comme quand on offre un bijou. La personne qui reçoit ce bijou, quelque part, veut en prendre soin, surtout quand il y a un lien affectif avec celui qui lui offre. Là, Paquita n'a pas offert volontairement cette boîte, mais il s'en est emparé et dans le cheminement de son esprit, c'est comme si Paquita lui laissait. C'est un souvenir de Paquita. Alors, deux choses, soit c'est un souvenir parce que Paquita est importante pour lui, soit c'est un souvenir par rapport au fait d'avoir un souvenir de sa victime. Là, le tirage ne le précise pas. Et on va essayer de regarder ensuite les liens entre finalement l'assassin et Paquita. Est-ce qu'il y avait un lien? On a évoqué son petit ami, mais on peut parler d'un amoureux transi, de quelqu'un qui a simplement flashé sur Paquita, ou d'un tueur en série, par exemple, ou d'un tueur qui n'est pas en série. Vous voyez, il y a plein de pistes possibles. Et c'est en faisant des questions, en faisant un cheminement que l'on arrivera à avoir des précisions. Mais là, pour moi, la perte de ce boîtier n'est pas voulue, ce n'est pas un boîtier qu'on a jeté, c'est un boîtier qui a été perdu. Il est en bonne composition, ce qui me fait penser que le boîtier n'a pas été perdu longtemps avant qu'il soit redécouvert et apporté au dossier. N'oubliez pas que la personne qui a détenu le boîtier l'avait gardé à son domicile sans savoir ce que ça pouvait être pendant 18 mois. C'est long. Mais il est resté combien de temps dehors? Imaginez laisser une boîte, par exemple, quelle qu'elle soit, une petite boîte en carton, une boîte métallique, dehors. 2 ans après, il y a de la rouille, ou elle est complètement détruite. Tout dépend de la matière. Mais vous imaginez bien que ça reste pas tout neuf, tout beau, tout propre. Regardons à présent quels étaient les liens. On va se interroger sur les liens entre Paquita et le tueur. Parce que quand même, il apporte une très grande importance à cette boîte. Alors regardons. Quels sont les liens? Je ne vais pas le prendre comme ça. Quels sont les sentiments du tueur envers Paquita? Quels sont les liens du tueur et de Paquita? Et quels sont les sentiments de Paquita envers le tueur? Vous voyez que ce n'est pas la même question. Le tueur envers Paquita, Paquita envers le tueur, et le lien. Regardons le lien déjà. Nous avons la carte Infortune, c'est une carte saturnienne. Alors, pour l'interprétation, bien sûr, cela aurait été plus simple d'avoir une carte solaire ou une carte vénusienne, voire une carte martienne. Là, c'est plus subtil. On a l'impression que, quelque part, ce n'est pas une rencontre impromptue. Le lien représente une vieille femme qui marche sur un chemin. Le lien est ancien, parce que Saturne nous montre que c'est le temps était long. Ce n'est donc pas une rencontre impromptue. Ils se connaissaient, très clairement. Ils se connaissaient, mais on ne peut pas parler de lien amoureux, affectif, amical. On a presque l'impression d'un lien
d'un lien qui, vous savez, un petit peu ce genre de lien où c'est lourd la personne, on n'a pas envie de la voir. C'est un petit peu le genre de lien où on se dirait, eh bien, on fait tout pour éviter l'autre, on n'a pas envie de lui dire bonjour, il y a un lien lourd, pas agréable du tout. Les sentiments du tueur envers Paquita. Là, nous avons une carte solaire. Le soleil, c'est la carte campagne santé, ce qui semble montrer un lien amical, pas amoureux. Donc quand le petit ami finalement a été écarté, oui, on ne retrouve pas un lien amoureux. Vous me direz, le petit ami n'était plus amoureux peut-être. Peut-être. Mais il était impulsif, il semblait jaloux. Pour moi, on aurait eu quelque chose, on aurait eu du vénusien, voire du martien. Mais là, c'est plutôt une carte solaire qui indique qu'on a une forme, on considère, en tout cas le tueur considère Paquita comme une amie, comme quelqu'un qu'il aime bien, qu'il apprécie. Il n'y a pas de sentiment amoureux là-dedans. Mais la carte campagne santé montre qu'il y a eu un éloignement, ce qui semble indiquer que la relation s'est distendue. Et regardez, c'est intéressant parce que Paquita, envers le tueur, nous avons une carte mercurienne. Mercure montre qu'il y a eu de la communication, puisque Mercure, c'est la communication. Mais regardez, c'est cette carte changement. Si on regarde l'ensemble des trois cartes, on va conclure sur le fait que Paquita et ce tueur se sont connus. Ils se sont parlé comme des amis, on va dire. Mais ça a changé. Paquita a pris beaucoup de distance par rapport à lui. Elle ne l'a plus vu de la même façon. Elle ne l'a plus considéré comme un ami. Il y a eu un changement dans la communication et c'est elle qui a mis de la distance par rapport à cette personne, se disant que, depuis un moment, c'est arrivé un moment, se disant que finalement, il était lourd. Voilà comment je le dirais. Pas forcément amoureusement, puisque ça n'apparaît pas là, mais dans son comportement, il était lourd. Peut-être voulait-il tout simplement coucher avec elle. Auquel cas il n'y a pas d'amour, simplement on considère la personne proche et puis voilà. Vous voyez, il y a toute cette panoplie de sentiments qui est un petit peu mise à part. On va essayer de s'intéresser maintenant à ce tueur. Comment la journée de Paquita s'est déroulée, on sait la finalité. On sait qu'elle n'a pas disparu, qu'elle ne va pas être retrouvée, on sait qu'elle est malheureusement décédée. Mais intéressons-nous plutôt à ce personnage, voir ce que l'on va pouvoir obtenir pour lui. Et j'ai envie de voir un petit peu comment il évoluait dans sa vie en général, cette personne. J'ai le sentiment depuis un moment que c'est un homme. Comment évoluait ce tueur dans sa vie en général? Je vais dévoiler toutes les cartes pour avoir une perspective plus complète. Si vous regardez au centre, nous avons la carte passion. On sent quelqu'un qui s'enflamme, quelqu'un qui se passionne. Je ne dis pas pourquoi, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est quelqu'un qui semble vivre un petit peu à l'extérieur. J'aurais l'impression de quelqu'un qui a un comportement introverti, qui a du mal à lier de l'amitié, mais qui se passionne, qui peut s'enflammer. Beaucoup de choses semblent l'attirer. Il aime ce qui visuellement lui plaît. Femme, voire objet. Il y a un côté chez lui qui qui pourrait être matérialisé par un péché, celui de la convoitise. Il ne sait pas prendre du recul, mais il vit un petit peu à l'écart des autres.
Pourrait-on parler d'un marginal? On n'en est pas loin. Il vit un peu en marge de la société. D'ailleurs, regardez, l'oracle insiste sur le fait qu'il ferait mieux de de se faire des amis, de rester ami, ce qui montre qu'il a du mal à garder les amis. Encore une fois, on a l'impression d'un tempérament particulier. Et vous voyez, quand j'avais vu les cartes tout à l'heure, du tirage juste avant, j'avais l'impression de quelqu'un qui n'avait pas toutes ses facultés, qui réagissait un petit peu. euh, je ne sais pas, je connais mal Pour moi, il y a une maladie mentale sous-jacente. Je ne suis pas psychiatre, je ne vais pas faire un détail d'une maladie mentale. Mais vous voyez, ça m'évoque quand même quelque chose de ce goût-là. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui continue à parler. Nous avons la carte d'abondance ici qui représente de l'argent parfois suivant les questions, mais c'est surtout Mercure. Mercure, avec une corne d'abondance, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, c'est un bavard. Et il a continué ainsi. Il a continué dans cette logique-là. Il a toujours évolué dans cette logique. Et si on regarde, ça me donne quelqu'un qui parlerait tout seul, qui aurait cette tendance à parler tout seul. Oh, pas comme celui qui s'ennuie, qui est seul. Moi, j'y vois quelqu'un qui vit en marge de la société, qui est un marginal ou quelqu'un qui a un problème psychologique important, mais qui ne se remarque peut-être pas comme ça visuellement. Et ça pourrait expliquer pourquoi finalement, à un moment, Paquita le considérait à une époque comme un ami, et parce que elle avait un bon fond, parce qu'elle avait un bon cœur, et elle s'aperçoit de ses dérives et de dangers potentiels par ses réactions, parfois trop passionnées, trop enflammées. Ça expliquerait pourquoi il n'y a pas d'amour, mais simplement un désir, parfois une pulsion. Ça nous donne un profil qui est très intéressant et qui n'a rien à voir avec l'entourage direct de Paquita, mais plutôt un entourage indirect. Je vais m'intéresser aussi à l'endroit où Paquita a été tuée. Mais vous voyez, nous n'avons pas non plus affaire à un fou furieux. Un fou furieux n'aurait pas pris soin de brûler, de mettre le corps dans une voiture et de brûler cette voiture. Il y a un côté sur les réactions, il y a un profil psychologique sur les réactions, mais cette personne est quand même capable de réfléchir pour se dire j'efface mes traces. Donc on ne peut pas parler d'un fou furieux qui ferait n'importe quoi. Il y a une partie, certes, de folie, d'agressivité, de réaction ultra impulsive, mais il y a aussi derrière de la réflexion. Il ne faut pas oublier ce côté-là. Mais vous voyez, il a gardé cette boîte. Comme un enfant garde cette boîte. Comme un enfant garde une boîte, vous savez, en disant je vais la bichonner, je vais en prendre soin. On comprend mieux pourquoi il y a une forme d'émotion extrêmement forte qu'il y avait tout à l'heure avec les cartes qui étaient les trois cartes émotionnelles ici, les trois cartes lunaires, qui représentent dans la découverte sa frustration de l'avoir perdu. Comment est le lieu où a été tuée Paquita? On a l'impression que c'est quand j'ai vu la carte, c'est un endroit où il y a quelque chose d'enterré. J'aurais presque l'impression que Paquita a été tuée dans un cimetière ou proche d'un cimetière. La carte montre un ossement, héritage, c'est quelque chose qui fonctionne encore. Tout semble correspondre à un cimetière ou un ancien cimetière ou un cimetière militaire. Vous voyez, quelque chose qui n'est pas forcément ouvert en permanence, mais en tout cas, j'ai vraiment l'idée de cimetière et ça c'est important. Où se trouve ce cimetière?
dans un endroit où que Paquita, dans une ville, plutôt dans un village, que Paquita semble apprécier. Ce qui me semble surtout intéressant, c'est ça. Où Paquita a-t-elle été tuée? Le cimetière. Alors difficile peut-être de retrouver des indices dans un cimetière. Difficile parce qu'il y a du va-et-vient, parce qu'il y a des mouvements parfois, parce à chaque nouvel enterrement, euh, tout est bousculé. Je vais faire une dernière carte. Je vais prendre une dernière carte. Bien sûr, elle est symbolique dans ce que je vais demander. Mais quel conseil serait à donner au pôle de Nanterre pour retrouver la piste de l'assassin? De regarder sur quelqu'un qui est parti. J'ai presque le sentiment de quelqu'un qui est décédé. Elle doit chercher dans cette direction-là. Voilà les amis, alors dites-moi ce que vous pensez de ce tirage, avez-vous apprécié? Euh, Abonnez-vous, partagez la vidéo, et puis je vous donne rendez-vous pour un nouveau Call Case, pour une nouvelle aventure très bientôt.